Dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui, la suggestion numéro 195. On se rapproche du chiffre symbolique de 200. Et pour cette 195e suggestion cinéphilique de l'Odyssée, eh bien, nous allons vous parler d'un film de Marco Ferreri qui s'appelle Le lit conjugal. Le lit conjugal est sorti en 1963. Il a été présenté au Festival de Cannes, où il a été plu, et notamment une de ses interprètes, Marina Vladi, a obtenu le prix d'interprétation féminine pour ce film-là, avec toujours les polémiques de bas étage qu'on peut connaître à Cannes, enfin des tempêtes dans un verre d'eau, si vous préférez. Oui, mais comme le film a été doublé, est-ce qu'elle mérite vraiment ce prix d'interprétation féminine? Eh bien, si vous voulez le savoir, venez voir le film à l'Odyssée. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier, le 10, le 11 et le 12 au soir, dans le cadre d'une projection débat avec le directeur de l'Institut culturel italien, et vous saurez si, ne serait-ce que l'apparence et le jeu visuel de Marina Vladi mérite ou pas. À mon avis, oui, bien sûr. L'autre interprète, c'est Ugo Tognazzi. Alors, on pourrait dire que le lit conjugal, dont Ugo Tognazzi, dont c'est le premier rôle, et qui va être propulsé ainsi dans une longue et formidable carrière. Il retrouvera d'ailleurs dans plusieurs films Marco Ferreri, Ugo Tognazzi, notamment dans ce film magnifique, provocateur, qui s'appelle La Grande Bouffe, et dont j'espère nous aurons une fois l'occasion d'en parler à nouveau. Le lit conjugal est considéré comme le premier film de fiction long métrage italien. Il avait fait un film en 61 qui s'appelait La Petite Voiture en Espagne, je ne sais pas pour quelle raison, où l'histoire était aussi celle d'un mari jugé, ou devenu inutile dans la cellule familiale, mais la cellule familiale n'était pas considérée à l'époque comme le mari, l'épouse et le ou les enfants. C'était la belle-mère, le beau-père, éventuellement la tantina de Burgos, comme on le dit dans une certaine chanson. Donc c'était une cellule nombreuse. Il n'y avait pas encore les antichambres d'attente de la mort, que l'on peut appeler les maisons de retraite. Bien. C'était une autre époque, et ce n'était pas forcément plus inhumain, puisqu'il y avait un intergénérationnel qui existait, il faut le noter au passage, et cette même structure familiale, on la retrouve dans l'histoire du lit conjugal. Alors le lit conjugal, pour la petite histoire, c'est l'adaptation bien plus travaillée et développée d'une petite pièce de théâtre d'un acte qui avait beaucoup plu à Marco Ferreri et qui avait décidé de travailler avec son complice espagnol, le scénariste Aresco, et Roberto Aresco, et ils vont d'ailleurs avoir une collaboration pour d'autres films encore par la suite. L'histoire, elle est simple. Un quadragénaire, Ugo Tognazzi, qui s'appelle Alfonso, est un fêtard. Il a une vie intense, mondaine, faite de flirts, de conquêtes féminines, etc. Et puis, un ami prêtre va lui dire qu'il faut qu'il retourne dans le droit chemin du troupeau au service de la parole du Seigneur, et qu'il se marie. Vous savez, c'est déjà en filigrane cette vision. Il y a d'une part les filles ou les femmes avec lesquelles on a des aventures, et puis il y a les femmes que l'on épouse. Et donc il lui propose évidemment une belle femme, certes, et surtout vierge, donc qui a le profil idéal de l'épouse idéale dans la religion catholique, parce que vous l'aurez compris, le film s'attaque et égratigne une certaine vision du monde qui est celle du Vatican. Alors, la présence du Vatican étant d'ailleurs remarquable, dans la mesure où
l'appartement de célibataire que occupe Ugo Tognazzi a vue sur les toits de Rome, alors que l'appartement nuptial, conjugal, eh bien, aura une vue sur le Vatican. Il faut quand même avoir l'horizon que l'on mérite, vient nous rappeler de la sorte Marco Ferreri. Et je trouve que, évidemment, le film va égratigner la vision du monde, des relations affectives et sexuelles telles qu'elles sont véhiculées par l'Église à l'époque. La cellule familiale est la cellule de base de la société, faite d'ordre et de vertu. Et qu'est-ce qui est une menace pour la vertu, sinon l'exercice débridé de la sexualité. Et donc la sexualité, eh bien, elle ne s'envisage que pour la procréation. C'est-à-dire que si l'on fait l'amour, c'est pour avoir des enfants et basta, point à la ligne, fin de la partie. Et on va voir donc dans ce film, dont le titre original en italien est une histoire moderne, je le traduis en français, La Reine Abeille, Regina Ape, ou Ape Regina, Regina étant le prénom de l'épouse avec laquelle va se marier le personnage d'Alfonso, c'est-à-dire Ugo Tognazzi. Et à peine mariée, eh bien, cette blonde, un peu au sourire de Joconde, très comme il faut, eh bien, se révèle être détentrice, si je puis dire, d'une libido absolument déchaînée, pour ne pas dire débridée. Et alors, est-ce que c'est pour avoir un enfant, ou est-ce que le fait d'avoir un enfant est le prétexte d'exercice de cette libido? Eh bien, il appartiendra à chaque spectatrice et à chaque spectateur d'apporter son interprétation, ce que souhaite d'ailleurs Marco Ferreri. Après, la liberté est libre et les interprétations sont libres, bien sûr. Et voici que notre pauvre Alfonso, je dis pauvre, alors qu'il est quand même le représentant d'un système machiste, patriarcal, qui est non seulement le propre des sociétés méditerranéennes, mais de la vision du monde du christianisme, telle que le Vatican la pratique, eh bien, on va voir qu'en réalité, c'est une position qui est très, très, très fragile, qui est un colosse au pied d'argile, en quelque sorte, et qui repose sur des fondements qui sont, oserais-je le dire, allez, je vais le dire, qui sont largement ébranlés, ne serait-ce que par la pratique de cette libido débridée. Car elle a un appétit insatiable, notre amie Regina, et un appétit tellement insatiable que le pauvre Alfonso va être de plus en plus sollicité, ce qui n'est pas un signe de pauvreté, mais va être de plus en plus épuisé par l'exercice d'une virilité dominante, qui est de la sorte sollicitée par son épouse. Et on va voir une véritable dégradation physique, l'épuisement, serait-ce des cernes sous les yeux, et puis une fatigue de plus en plus généralisée, au point qu'il sera confiné dans un lit. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'exercice de cette diabolique exercice d'une libido débridée, eh bien, Regina arrive à ses fins, elle tombe enceinte. Et dès lors qu'elle est enceinte, eh bien, elle refuse tout ébat amoureux. Au fond, on a eu des relations sexuelles qui sont des relations éphémères, qui s'épuisent dans le mouvement même de leur propre accomplissement, en quelque sorte. Et voilà, si je puis dire, gros Jean comme devant, notre Alfonso, son épouse lui tourne le dos, et en plus, il n'est pas si gros Jean que cela, que par devant, puisqu'il est quand même très épuisé. D'ailleurs, il finira sa carrière de personnage cinématographique dans un lit, en pyjama, et au fond, comme une pelure de banane, si je puis dire, qui est jetée de côté. Et c'est le
propre de cette vision du monde, qui est une critique acerbe, et en même temps qui montre que les relations familiales, en fait, en quoi elles peuvent être la structure, la cellule de base, le fondement de base de la société, puisqu'il y a Regina, elle a avec elle sa mère, ses tantes, et son frère, et tout cela composant une cellule familiale dans le cadre de laquelle notre personnage Alfonso devient progressivement un personnage inutile et donc ignoré. Il n'a plus de valeur d'usage, pour reprendre une expression de Marx dans Le Capital, et il n'a certainement pas une valeur d'échange non plus. Et donc nous sommes confrontés à cette contradiction du Capital transposé sur le plan de l'affrontement des sexes, de baisse tendancielle du taux de profit, de baisse tendancielle du taux d'érotomanie et d'utilité du héros. Et il y a en plus dans cette cellule familiale composite et nombreuse, eh bien, le prêtre qui joue un rôle, qui se mêle de tout, qui est au fond un coach de vertu et de comportement de conscience. La figure de Tartuffe n'est évidemment pas très loin. Et alors on pourrait dire que ce film a un aspect qui est peut-être positif, qui est celui de l'évocation, mais sous un mode critique et ironique de la part de Ferreri, du matriarcat. Oui et non. Oui, parce que c'est quand même la femme qui décide, et du rythme et de la périodicité des ébats amoureux, et de leur arrêt à partir du moment où elle tombe enceinte, la femme, dans sa féminité, laissant la place à la figure de la maternité. Nietzsche avait cette très belle expression, il faut toujours respecter la maternité. La paternité n'est jamais que le fruit du hasard. Au fond, le titre initial du film, La Reine Abeille, eh bien, montre cela. La Reine Abeille utilise les mâles et puis après les jette de côté, parce que les rois mâles ne sont pas des rois et ils sont mâles l'espace d'un temps, tout simplement. Comme les roses, qui ne vivent que l'espace d'un temps. Oui et non. Non, parce que pour le matriarcat, s'il y a matriarcat, c'est l'exercice d'un matriarcat dans le cadre exigu d'une cellule, c'est-à-dire la sphère privée, puisque le matriarcat disparaît, justement, et le christianisme ou l'interprétation chrétienne de cette disparition du matriarcat est dans l'apologie de la cellule familiale et la réduction des relations sexuelles à simplement l'objectif d'obtenir des enfants, de procréation pour la reproduction, la reconduction et l'inscription dans la durée de la structure familiale. Donc matriarcat, certes oui, mais à quelle condition que ce ne soit pas dans le cadre d'une cellule étriquée et exiguë. C'est d'une certaine manière la leçon du film. Et comme toujours chez Ferreri, et ça commence avec ce film, eh bien, il prend un gourmand plaisir à dynamiter toutes les conventions, tous les a priori considérés comme intangibles, considérés comme des tabous. Eh bien, il prend un malin plaisir à les dynamiter, à les pulvériser de l'intérieur, à faire en sorte qu'ils s'épuisent dans le mouvement de leur propre accomplissement, comme je me suis permis de le dire un tout petit peu auparavant. Donc le film Le lit conjugal est une œuvre revigorante, même si c'est à travers la perte de puissance et de capacité à s'élever en hauteur, en quelque sorte, d'un mari qui est considéré uniquement comme un étalon, et le propre d'un étalon, c'est à force de courir de petite mort en petite mort, comme disait l'autre, eh bien, c'est de se retrouver rangé dans un placard qui est à l'intérieur de l'armoire des désormais inutilités qui ont été un temps nécessaires, mais qui ne le sont plus, pour la continuité et le renforcement de la cellule familiale. C'est un film joyeux, c'est un film iconoclaste,
c'est un film à voir. Où ça? Eh bien, dans ce qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée, eh bien, vous verrez ce que c'est que l'exercice du lit conjugal. Qu'est-ce que c'est que l'exercice débridé de la sexualité, qui pourrait être tellement aguichante par ailleurs, dès lors qu'elle est entravée, corsetée en quelque sorte, par une vision du monde qui est très conformiste et qui finalement, à l'arrivée, ne fait le bonheur de personne et qui montre un univers composant une cellule familiale qui est obligé de vivre sur le mode des compensations. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour être en conformité avec une vision du monde et que, évidemment, cette vision du monde est tout sauf épanouissante, même si elle s'accompagne de petits moments très très éphémères, de très courte durée, si je puis dire, eh bien, et non pas, on n'est pas sur la longue durée, si je puis encore dire, eh bien, tout cela est source de frustration, d'insatisfaction et d'une absence totale d'épanouissement. Et tout cela, qui est assez tragique finalement, est montré sur le mode d'une comédie irrévérencieuse de Marco Ferreri, que vous pouvez voir à l'Odyssée jusqu'au 12 janvier inclus. À très bientôt, merci, au revoir.